Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie B du DNS9. Alors, on va étudier l'oscillation d'une bouteille sur sa base. Alors, le sujet a l'air assez restreint, parce que c'est une bouteille, c'est vraiment très particulier, mais en fait, c'est quelque chose que vous avez forcément rencontré. Alors, je vais faire une petite manip avec les moyens du bord. Ici, vous avez un stylo. Donc, on va dire, en fait, quand je dis bouteille, c'est tout objet qui est assez fin et qui a une base qui est plate. Hein, donc typiquement un truc qu'on va poser sur une table, une bouteille, ça c'est vraiment typique. Et lorsque je fais pas attention, je donne un petit coup dans l'objet, il se met à osciller. Alors là, il faut bien regarder ce que je fais là. Bon, c'est pas, on voit pas très très bien, hein, c'est assez petit. Mais ce que vous voyez, c'est que l'objet il va se balancer et il va se balancer de plus en plus vite. Bon, je recommence. Voilà. Bon, c'est pas flagrant, mais croyez-moi sur parole, hein, l'objet il fait ça. Et son oscillation, la période d'oscillation diminue, hein, la fréquence augmente, en même temps que l'amplitude diminue. Et en fait, ce type de comportement, comme je vous disais, vous l'avez déjà rencontré peut-être sous cette forme-là, mais il y en a une, je suis sûr que vous l'avez déjà rencontrée, c'est lorsqu'une balle rebondit sur le sol. Hein, prenez une balle de ping-pong, parce que là, ça marche très bien, sur un sol dur, donc une table, un carrelage. Que fait la balle de ping-pong? Vous la lâchez, donc ça fait tac, 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 tac. Ou quand vous jouez au ping-pong et que vous ratez et que la balle finit par terre, il y a toujours ce bruit caractéristique, hein, où ça fait tac, 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 tac. Et puis le tac, tac, il s'accélère. Et en même temps que le tac, tac s'accélère, ça s'accompagne d'une diminution de la hauteur du rebond. Donc en fait, on traite dans cette partie toute une famille de phénomènes et je vous expliquerai comment ça se voit sur l'énergie potentielle du système. Hein, il y a vraiment un point particulier et tous les systèmes qui vérifient cette particularité, donc je vous en parle dans un instant, ils auront cette propriété d'avoir une oscillation qui s'accélère au cours du temps. C'est très différent d'un ressort qui oscille avec une période constante, quelle que soit l'amplitude. On a vraiment un phénomène qui est complètement différent. Alors dans la question 1, on vous demande l'énergie potentielle de ce système. Alors quand vous le regardez, donc c'est en supposant qu'on prend appui sur ce point qu'on appelait A, je vais considérer que la bouteille et toute sa masse est réduite en un point. En fait, je fais de la mécanique du point encore, malgré que l'objet que j'étudie est clairement à une extension finie. Hein, donc je réduis un petit peu le cadre de l'étude. Hein, donc je considère que toute la masse de la bouteille est en son barycentre. Donc là, on vous indique la trajectoire du barycentre, suivant que la bouteille prenne appui sur le point A ou sur le point B. Et on vous demande son énergie potentielle. Donc évidemment, je considère un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force d'inertie. Hein. On a un système qui est, on va dire, le référentiel du laboratoire, il est fixe, galiléen. Et la seule force qui travaille, c'est le poids. On peut peut-être l'écrire. Donc la seule force qui travaille est le poids. Il y a évidemment une force qui s'applique au point A, parce que sinon votre bouteille elle tombe par terre, mais cette force elle ne travaille pas. Hein, pourquoi? Parce que le point il est fixe, donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, cette force est juste là pour que en gros la bouteille ne tombe pas par terre. Donc l'énergie potentielle c'est mg fois l'axe vertical, je crois que c'est y, je vais noter y. Et y, si on regarde le schéma, donc du coup moi je dois regarder ici. Si on regarde le schéma, vous avez y, c'est r cosinus de l'angle qui se trouve ici.
de cet angle-là. Et quand vous regardez cet angle-là, si vous... je dis non, je dis des bêtises. Donc là, il faut que je sois bien convaincant. Donc je m'étais trompé d'angle, c'est celui-là. Hein, c'est l'angle entre la verticale et entre le point A et le point G. Que vaut cet angle? Alors je vais utiliser une méthode. Donc moi, je veux l'angle qui est ici. Donc je vais poser mon stylo ici. Un stylo qui se voit bien. Voilà. Et je vais... moi, ce que je veux, c'est l'angle qui est ici. Donc je pars d'ici. Et moi, ce que je veux, c'est l'angle, c'est d'arriver ici. Alors ce que je vais faire, c'est ça. Je vais aller jusque là, c'est l'angle alpha. Et quand je reviens ici, j'enlève θ. Donc pour le dire autrement, ici vous avez l'angle alpha. Par construction, cet angle-là, je veux connaître sa valeur. Et ici, j'ai l'angle θ. Donc je vois bien que l'angle que je cherche, c'est alpha moins θ. Alors si vous avez un doute sur le signe, bah, ce n'est pas très grave, parce qu'en fait je le mets dans un cosinus. Alors pourquoi un cosinus? Parce que je projette suivant l'axe vertical. Donc ici on a forcément ceci. Donc je remplace et j'ai l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur cosinus alpha moins θ. Et ça évidemment si je suis en contact avec le point A. Si je suis en contact avec le point B, bah, du coup l'expression est légèrement différente. Bon, bah, évidemment ça va ressembler, hein. C'est pas non plus... en fait on aura alpha plus θ. Hein. Ça revient à remplacer alpha par moins alpha ou θ par moins θ. Et on aura l'expression de l'énergie potentielle pour la partie lorsque la bouteille prend appui sur le point B. Donc ça répond à la première question. Donc évidemment, il faut bien annoter le schéma hein, pour être bien convaincant vis-à-vis du lecteur de votre copie. Hein, donc là, moi je donne des explications à l'oral, mais il faut absolument être convaincant. Au niveau de la rédaction, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, d'après le schéma, ouais. D'après le schéma, l'angle que fait le segment AG, pardon, que fait le segment AG par rapport à la verticale, par rapport à la verticale, et alpha moins θ, et alpha moins θ, confère schéma. Normalement, là, le schéma, tel que je l'ai annoté, c'est quand même convaincant. Hein. L'angle que je recherche, il est là. On voit bien que ça plus θ, c'est égal à alpha. Donc, voilà, c'est pas... Là, c'est pas très difficile pour le lecteur de s'assurer que c'est pas... que le candidat n'a pas truandé le résultat parce qu'en fait, il est donné dans l'énoncé, qui, je vous le rappelle, est dans la description. Dans la question 2, on vous demande l'énergie cinétique du système. Donc vous avez le point G, en fait, je considère toujours le cas où la bouteille est en appui sur le point A. Vous avez compris que quand la bouteille est du côté, prend appui sur le point B, c'est pareil en fait. Hein. L'étude, on voit bien qu'il y a un axe de symétrie là. Je considère toujours que je fais de la mécanique du point. Donc j'ai mis toute la masse de la bouteille en ce point-là. Et dans ce cas, la vitesse de ce point-là est orthoradiale par rapport au segment AG. Donc sa vitesse est simplement la longueur AG fois, donc, qui est notée grand R, hein, c'est dans l'énoncé, fois θ point. Donc la vitesse est perpendiculaire du point G et perpendiculaire au segment
AG. Donc en module, la vitesse du point G, on va dire qu'en module, c'est R fois θ point. Alors, donc la valeur absolue, ça ne m'embête pas parce que dans un instant, je prends tout de suite le carré puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie cinétique. Donc je l'écris 1/2 de m fois ce truc-là au carré. Donc je n'ai plus besoin des valeurs absolues puisque de toute façon, j'aurai quelque chose de positif. Voilà. Donc on a l'énergie cinétique du système, on a l'énergie potentielle, on va pouvoir écrire l'énergie mécanique. Donc c'est, il me semble, l'énergie mécanique est constante. Je vais négliger toutes les forces non conservatives, car il n'y a pas, par hypothèse, de force non conservative. Donc je pense en particulier au frottement. Donc évidemment, c'est des frottements. En force non conservative, ce qu'il peut y avoir également, c'est un opérateur qui viendrait perturber le système. Donc, évidemment, là, je pense surtout au frottement. Donc, je fais l'hypothèse simplificatrice qu'il n'y en a pas, donc l'énergie mécanique se conserve. Elle est constante. Voilà. Dans la suite, on vous demande comme l'énergie mécanique se conserve, je vous rappelle que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, je peux en fait exprimer θ point en fonction de θ et de tous les paramètres du système. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique, donc je recopie ce terme-là. Plus mgr cosinus alpha moins θ. Et bien ce truc-là est constant, et je vais simplement isoler θ point. Voilà, je vais continuer le calcul, donc j'isole θ point. Donc on peut commencer comme ça, mr carré θ point carré, ça fait l'énergie mécanique moins mgr cosinus alpha moins θ. Est-ce qu'on vous donne... Non, pas encore. On écrira tout à l'heure l'énergie mécanique en fonction des conditions initiales. Je continue à isoler θ point carré. Du coup, j'isole θ point carré et je prendrai la racine. Donc θ point carré, c'est égal à 2 sur mr carré, l'énergie mécanique, moins mg cosinus alpha moins θ. Et je prends la racine. Alors vous faites attention, quand on prend la racine, il y a un plus ou moins qui apparaît. Donc c'est 2 sur mr carré, l'énergie mécanique, moins mg cosinus alpha moins θ. Donc rien de très compliqué. Et normalement, je réponds à la question 3. Et à la question 4, on vous demande on la lâche sans vitesse initiale avec un angle θ0. Donc c'est à la question 4, on va justement détailler ce terme-là et à partir des conditions initiales. Donc à la question 4, l'énergie mécanique, je peux aussi l'écrire, c'est écrit ici, cette relation est également vraie au tout début. Donc au tout début, on a quoi? On a θ point qui vaut 0. On vous dit qu'on lâche la bouteille sans vitesse initiale. Donc θ point vaut 0. Donc ça, c'est l'énergie cinétique initiale. θ point de 0, ça vaut 0. Et initialement, l'angle il vaut θ0. Donc c'est mgr cosinus alpha moins θ0. Du coup, j'ai l'expression à partir des conditions initiales de l'énergie mécanique. On peut l'écrire ici.
Et je vais simplement réinjecter l'expression de l'énergie mécanique là-dedans, et il y a des termes qui vont se simplifier, le M, le R, donc ça va simplifier l'écriture de θ point. Donc je continue mon calcul et je vais réinjecter l'énergie mécanique là-dedans. Donc ça donne ceci, donc θ point, j'oublie le plus ou moins. Voilà, donc j'avais oublié le plus ou moins. θ point, ça vaut donc plus ou moins racine. Donc je vais simplement recopier l'énergie mécanique, hein, son expression. Donc c'est mgr cosinus alpha moins θ0 moins mgr cosinus alpha moins θ. Bon, l'expression elle prend un petit peu de place. Je mets mgr en facteur et je constate que, en fait, moi, je peux tout de suite faire la simplification. Je vois bien que la masse là se simplifie. Je vois bien qu'il y a un R qui se simplifie. Et donc, il reste, il y a pas mal de termes qui s'en vont. Donc θ point, c'est égal à plus ou moins racine. Donc on a 2G sur R qui reste. Et là, on a juste une différence de cosinus. Voilà. Et il me semble que ça répond à la question... ouais, en fait, j'ai déjà commencé la question 5, en fait. Puisque ça, c'était la réponse à la question 4. Donc, en fait, j'ai déjà commencé la question 5. Et le résultat de la question 4, il est là. Voilà. Donc, à la question 5, je vais continuer le calcul. Et pour le continuer, j'ai simplement besoin d'écrire que θ point, c'est aussi d de θ sur d de t. Il faut absolument le faire parce que sinon, vous ne faites pas apparaître le temps. Moi, ce que je veux, c'est calculer la période d'oscillation de mon système. Donc, à un moment donné, la variable t doit apparaître. Elle doit apparaître, sinon, sinon vous n'y arriverez jamais, tout simplement. Donc, d de t, je vais le passer de l'autre côté de l'égalité au numérateur. Toute cette racine va se retrouver au dénominateur et ça donne, donc là c'est juste un petit calcul, il y a toujours le plus ou moins, il va rester d de θ divisé par toute la racine. Donc c'est 2G sur R cosinus alpha moins θ0 moins cosinus de alpha moins θ. Voilà. Je vérifie que... oui, c'est bon. Alors le R qui est au dénominateur du dénominateur, dans l'énoncé, il se retrouve au numérateur, mais c'est bon. J'ai le résultat, donc j'ai répondu à la question 5. Donc voilà, si le résultat, on l'encadre. On peut passer à la question 6. Dans la question 6, il faut se convaincre que lorsque la bouteille part de la verticale, donc à un moment donné, elle va forcément s'y trouver, et lorsqu'elle va arriver à l'angle θ0, ça correspond à un quart de période. Donc je vais essayer d'être convaincant. C'est pas très... C'est facile de se convaincre de ça. Donc vous imaginez, à l'instant initial, la bouteille, elle est là. Enfin, l'instant initial, quand je dis instant initial, c'est très arbitraire, hein, évidemment. Hein. Je considère que quand la bouteille est à ce niveau-là, je lance le chronomètre. Donc c'est t égale 0. Un petit peu plus tard, la bouteille, elle fait un angle θ0. Donc on va dire... donc elle serait à peu près comme ça. Donc elle a fait ce mouvement-là. Un instant après, elle revient à la verticale et évidemment elle va repasser
de l'autre côté. Donc on va se retrouver cette fois-ci avec une bouteille qui est comme ceci. Bon, alors pardonnez le dessin, il n'est pas forcément parfait. Donc on va passer de l'autre côté, évidemment, et ensuite la bouteille va revenir à la position initiale. Donc si vous regardez, ça correspond en fait à une période d'oscillation de ma bouteille. Donc si on regarde juste cette portion-là, ça représente un quart. Donc il y a juste à le rédiger, hein. Donc lorsque l'angle θ varie de 0 à θ0, cela correspond bien à un quart de période. Voilà, donc avec le schéma, je pense que c'est clair, hein, c'est pas une question très difficile. Le rôle de cette question, en fait, c'est de vous guider un petit peu, hein, c'est-à-dire que vous fassiez pas l'erreur, que vous compreniez bien que ça sert à rien de faire l'ensemble du mouvement. On va juste regarder un quart du mouvement, ça suffit. Donc je vais reprendre cette équation-là et je vais simplement poser un signe intégral. Donc je peux le faire ici. Donc je vais poser un signe intégral à droite et à gauche. Ici, je vais démarrer à 0 et ici, je vais arriver à t sur 4, d'après ce qu'on a dit. Ici, je démarre de 0, de l'angle 0, et j'arrive à l'angle θ0. Et du coup, et bien sûr, maintenant on peut fixer le signe. On voit bien que quand la bouteille part de la verticale et va vers ce côté-là, le d2θ il est positif, donc je vais choisir le signe plus. Si j'avais fait l'inverse, hein, par exemple, je pars de là, je dis que l'instant initial il est là et je reviens en 0, ça fait aussi un quart de période. Dans ce cas-là, d2θ aurait été négatif et j'aurais choisi un signe moins. Donc là, il suffit simplement de fixer, enfin quand vous fixez les bornes de l'intégrale, en fait, ça vous fixe le signe, hein. Vous regardez si θ augmente ou si θ diminue. Donc du coup, je vais garder que le signe plus. Donc j'ai déjà commencé la question 7 en fait. Donc je reprends cette équation. Et cette fois-ci, ce terme-là, il vaut t sur 4. Hein, c'est l'intégrale de d de t de 0 à t sur 4. Donc c'est t sur 4. Et c'est égal à l'intégrale. Donc ce que je vais faire, c'est le r sur 2g, là, enfin, le terme constant, je vais le mettre je vais le sortir de l'intégrale. Et donc je vais garder dans l'intégrale d de θ racine de cosinus alpha moins θ0 moins cosinus alpha moins θ. Voilà. Donc vous avez donc là normalement je réponds à la question. Alors peut-être réarranger le terme puisqu'on veut la période. J'ai passé le 4 de l'autre côté. Donc le 4 avec le racine de 2 qui est au dénominateur, je vais me retrouver avec un 2 racine de 2 de ce côté-ci, hein, puisque 4 sur racine de 2, ça fait 2 racines de 2. Donc j'obtiens 2r sur g, l'intégrale de 0 à θ0. Je recopie le terme qui est là, donc c'est cosinus alpha moins θ0 moins cosinus alpha moins θ. Donc on encadre le résultat. Donc j'ai la période d'oscillation de ma bouteille sous la forme d'une intégrale et on va pouvoir l'estimer, cette intégrale, lorsque θ est petit.
Alors je me rends compte, j'ai fait une petite erreur. J'étais encore dans la question 6. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas très grave, mais j'étais encore dans la question 6. C'est dans la question 7, voilà, qu'on fait une approximation, hein, parce que cette expression, en fait, quand θ est petit, on peut la simplifier. Voilà, donc dans la question 7, on va donc estimer cette intégrale lorsque θ est petit, et on utilise l'approximation suivante. Je devrais même dire lorsque θ0 est petit. Donc j'étudie vraiment les petites oscillations de mon système, hein. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une intégrale a priori qui est difficile à calculer. Donc du coup je fais une approximation pour au moins avoir son comportement lorsque θ0 est petit. L'approximation est la suivante, c'est cosinus de alpha plus sinus alpha fois θ. Donc je vérifie que c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc cette indication était donnée dans l'énoncé, donc ceci n'est vrai que si θ est petit. Hein, donc l'intérêt, c'est de pouvoir continuer le calcul, hein, parce que sinon on est bloqué. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un calcul numérique, c'est-à-dire on prend l'ordinateur et on fait ce calcul intégral numériquement. Donc là, moi je privilégie le calcul avec un papier crayon, quoi, et pour avoir le comportement de t lorsque θ0 est petit. Alors, je vais remplacer, en fait, je vais l'utiliser deux fois, cette formule. Je vais l'utiliser pour ce terme-là, et je vais l'utiliser aussi pour ce terme-là. Donc ça donne ceci. La période, donc je recopie le terme devant, l'intégrale, donc ça ne change pas, et je remplace cette fois-ci sous la racine le premier terme, donc c'est cosinus plus sinus alpha θ0. Donc ça c'est le premier terme que j'ai utilisé l'approximation moins, et je fais exactement la même chose pour l'autre terme, donc c'est moins cosinus alpha plus sinus alpha fois θ. Et vous remarquez tout de suite que lorsque je vais distribuer ce signe moins dans la parenthèse, le cos alpha, il va simplifier, et il va me rester uniquement sinus alpha, θ0, moins θ. Donc du coup, ça s'est quand même bien simplifié, et ça c'est une primitive que je sais calculer. Donc ça c'était l'intérêt de cette approximation, c'est qu'au moins je peux faire les calculs jusqu'au bout sans... et puis c'est des calculs qui sont relativement faciles, hein, c'est pas... Enfin, normalement, c'est relativement facile. Donc, je me retrouve avec racine de sinus alpha, θ0, moins θ. Et en fait, là, une primitive de 1 sur racine de quelque chose à calculer, et ça, vous savez faire. En effet, je continue mon calcul. Alors, tous les termes constants, je vais tous les sortir de l'intégrale. Donc, je vais uniquement garder les termes qui dépendent de θ. Donc le racine de sinus alpha, là, qui est le dénominateur, va se retrouver devant. Hein, comme ça, il ne m'embête plus. Et je peux vraiment me concentrer sur l'intégrale. Donc ça donne 2 racines de 2r sur g, sinus alpha, l'intégrale de 0 à θ0 de d de θ sur racine de θ0 moins θ. Donc voilà, j'ai une petite intégrale à calculer qui n'est pas très difficile. Donc j'écris tout de suite la primitive, donc je recopie le terme constant. Donc c'est 2r sur g sinus alpha. Et maintenant je vais écrire une primitive de ça. Donc je sais que ça va être en racine de θ0 moins θ.
En fait, quand vous avez, bon, il faut quand même avoir un petit coup d'œil. Lorsque vous avez une intégrale comme ça, en fait, c'est en 1 sur racine de x, on va dire. Ou x, en mathématiques, ce serait, dans votre cours, il y a quelque part la primitive de 1 sur racine de x. Ça ressemble comme de gouttes d'eau. Dans ces cas-là, j'essaye ce truc-là. Et ce que je fais, c'est que je le redérive. Et quand je le redérive, ça va donner quoi? C'est θ0 moins θ exposant 1,5, hein, la racine. Hein, c'est θ0 moins θ exposant 1,5. Le 1,5, il sort. Il y a encore un moins qui sort parce que il faut après que je redérive ce qu'il y a dans la racine, c'est les dérivés composés. Donc en fait, il y a un moins 1,5 qui sort. Donc pour que ça donne ceci, il faut que je rajoute moins 2 pour que ça marche. Donc je revérifie. Donc le 1,5, normalement, ça marche. Je rajoute les bornes de l'intégrale. Et je vais maintenant appliquer, donc je vais évaluer ça en θ0, moins ça évalué en θ. Donc ça donne quoi? La période, c'est de racine de 2R sur G sinus alpha. Lorsque je prends ceci et que je l'évalue en θ0, ça fait 0. Hein, ça fait θ0 moins θ0, ça fait 0. Donc du coup, ça fait 0. Moins ce truc-là évalué lorsque θ vaut 0. Donc avec le moins qui est là, donc c'est moins, donc ça fait un 2 racine de θ0. Donc finalement, j'ai mon résultat, la période. Donc je vais rassembler tous les termes 2, donc il y a un 4 qui sort, il y a racine de 2R sur G sinus alpha, sauf erreur, et racine de θ0 que je mets un petit peu à part, parce qu'en fait c'est le résultat. Moi ce que je veux savoir c'est comment varier la période avec θ0. D'accord? Je vérifie que j'ai le bon résultat. Ouais, tout va bien. C'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Donc le terme constant là m'intéresse pas trop en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est le racine de θ0. Hein, donc si θ0 est grand, ça veut dire que la position initiale de la bouteille, on va dire qu'elle est très penchée. Et si θ0 est petit, ça va être des toutes petites oscillations. Et ce que vous dit ce résultat, c'est que la période, elle va diminuer en fait. Elle va être plus petite. Hein, donc si vous avez une bouteille qui est relativement penchée, vous avez une oscillation qui peut être relativement lente. Par contre, si la bouteille, vous l'avez on va dire à peine effleurée, elle va osciller très rapidement sur sa base si θ0 est petit. Normalement, là, je réponds à la question 8. Hein. À la question 8, je peux mettre la réponse ici. T diminue lorsque θ0 diminue. Donc là où on peut vraiment s'en rendre compte, c'est lorsqu'il y a un petit bruit à chaque fois qu'il y a un changement d'appui. Et du coup, où visuellement on voit bien que la bouteille, l'oscillation, elle s'accélère. Pourquoi elle s'accélère? Parce qu'il y a des frottements. Hein, donc au début, imaginez là, vous avez la bouteille qui est bien verticale, et sans faire exprès, vous donnez un coup. Et donc la bouteille, si elle ne tombe pas, hein, évidemment, elle va osciller lentement au départ. Et à cause des frottements, l'amplitude d'oscillation, elle diminue. Et comme l'amplitude d'oscillation diminue, d'après cette relation, la période diminue. Donc le mouvement, en fait, la fréquence s'accélère. Hein. Si la période diminue, la fréquence, elle augmente. Donc va avoir à la fin une oscillation très rapide de la bouteille sur sa base. Donc ça ferait un truc comme ça. C'est lent, l'amplitude diminue, et ça s'accélère. Donc c'est quelque chose que vous pouvez observer, que vous avez certainement déjà observé. Donc ça répond à la question 8. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que
T0 diminue à cause des frottements. Évidemment, hein, votre bouteille, elle ne va pas osciller indéfiniment, hein. Il y a toujours de la dissipation. Et donc, θ0 diminue, va forcément diminuer et finir par devenir nul, hein. La bouteille, elle revient à sa position initiale. Je vais continuer dans la question 9. En fait, on va tracer complètement l'énergie potentielle parce qu'on va se rendre compte que si, évidemment, la bouteille part trop loin, bah, elle finit forcément par tomber. L'énergie potentielle de pesanteur, on vous demande son expression lorsque θ est négatif. Et ben en fait, on voit bien qu'il y a un axe de symétrie dans ma bouteille. Donc finalement, le raisonnement va être exactement le même. Il suffit simplement de remplacer θ par moins θ. Hein, lorsque je fais un axe de symétrie comme ça, θ devient moins θ. Je parle de la figure qui est là, hein. Si vous refaites la même figure, mais symétriquement par rapport à un axe vertical, θ devient moins θ. Donc l'expression, elle est comme ça. mg r cosinus alpha plus θ. On peut justifier, hein, on a un axe de symétrie verticale. Par cette opération de symétrie, θ devient moins θ. θ devient moins θ. Et donc, ça donne cette expression-là. On peut le justifier comme ça, hein. On va dire que ce n'est pas très difficile. Éventuellement, ce que vous faites, vous refaites un schéma et vous refaites le raisonnement de la question. Donc, on a l'énergie potentielle et on vous demande de le tracer. Lorsque θ, donc ça c'est à la question 10, on vous demande de faire le tracé pour θ qui varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc on va... L'énergie potentielle de pesanteur. θ. On va dire pi sur 2 moins pi sur 2. Et je vais tracer la courbe. Alors, je vais placer alpha, enfin moins alpha, et plus alpha. Ce que je remarque, c'est que, je vais peut-être rappeler, ça c'est pour θ négatif. Voilà. Et je vais peut-être rappeler ici l'expression pour θ positif. Bon, je recopie l'expression pour θ négatif. Oui, ça, on arrive à voir. Ce que vous remarquez pour θ positif, lorsque θ égale alpha, le cosinus atteint son maximum. Donc en fait, ici, j'ai le maximum mgr. Et lorsque θ est négatif, on voit que le maximum est atteint lorsque θ vaut moins alpha. Voilà, donc ça c'est important de repérer ces points de la courbe. Et après, je dois tracer un cosinus. Donc ça va donner... Alors comme la courbe elle est un petit peu décalée, je ne pars pas de 0 ici. Donc, je vais avoir une courbe qui va ressembler à ça. Et là, ça redescend. Voilà. Ouais, on va dire que c'est comme ça. Et ici, je fais exactement le même tracé, symétrique en fait.
Donc je vais arriver à peu près ici. Et là, j'ai une diminution de nouveau. Et là, j'ai un point anguleux. Donc ici, j'ai un point anguleux. Donc ici, on a la dérivée, elle change brutalement de valeur en 0. Et c'est ça qui fait qu'on a ce comportement particulier, c'est qu'on a des oscillations qui dépendent très fortement de l'amplitude et qui se caractérisent par une augmentation de l'amplitude lorsque l'amplitude diminue. Je dis quoi? Une diminution de la période, donc une augmentation de la fréquence lorsque l'amplitude diminue. Et ce genre de phénomène, ce point anguleux, dès que vous en avez un, en fait, et que ça correspond à un minimum, à une cuvette d'énergie potentielle, eh bien, vous allez observer ce phénomène. Donc, à la fin de cette partie, je traiterai le cas de la balle de ping-pong qui rebondit sur le sol. Et là aussi, on aura un point anguleux. Et là aussi, on aura une dépendance en racine de la hauteur du rebond. Parce que du coup, pour la balle de ping-pong qui rebondit, la bonne variable, c'est plus θ 0, pour repérer l'état du système, mais ça va être sa hauteur, la hauteur du rebond. Donc on vous demande de tracer la courbe et de remarquer que effectivement, lorsque je penche trop la bouteille, ce qui va se passer, c'est que si je dépasse alpha, et ben la bouteille, en fait, elle ne va pas osciller. Elle ne va pas osciller dans cette cuvette de potentiel, on va aller directement du côté droit, la bouteille tombe, et si je prends θ0 de l'autre côté, du côté plus petit que moins alpha, du coup, ben c'est pareil, elle va tomber de l'autre côté. Donc on va dire qu'il n'y a pas besoin de faire ce genre de tracé pour le savoir, mais en tout cas, graphiquement, voilà, on peut le quantifier, et je peux garantir que θ0 doit être plus petit que alpha, en valeur absolue, pour qu'il y ait des oscillations. On pourrait même montrer, c'est pas demandé dans l'énoncé, que si vous prenez θ0 égale alpha, vous pouvez avoir une période d'oscillation qui tend vers l'infini. C'est-à-dire que votre système, vous pouvez le rendre quasiment aussi lent que vous voulez. Et si vous êtes très très doué, vous pouvez même arriver à, mais bon, n'essayez pas, vous n'y arriverez pas, à faire tenir la bouteille sur un coin. Mais c'est une position d'équilibre instable, vous êtes à peu près assuré que c'est soit elle va tomber la bouteille, soit elle va se mettre à osciller. Donc normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Je vais faire un petit calcul dans le cas de la balle qui rebondit sur le sol, et on va de nouveau retrouver un point anguleux, et de nouveau on aura quasiment la même conclusion. On aura la période qui va dépendre en racine de la hauteur du rebond. Donc mais ça, c'était pas demandé dans l'énoncé. Voilà, donc je vais considérer le cas d'une balle qui rebondit. Donc si vous avez le sol, je me donne un axe Z vertical, et vous avez une balle qui va rebondir sur le sol, donc elle va... Et je considère que je la lâche d'une hauteur H, ici. Je suppose que je fais encore de la mécanique du point, donc ma balle elle est ponctuelle, je vais négliger tous les frottements. Donc je me place vraiment dans des conditions idéales. Et en fait, pour tenir compte des frottements, il suffira simplement de dire que H diminue. Mais pour l'instant, je néglige tous les frottements. Je vais écrire tout de suite l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle, c'est mgz, plus son énergie cinétique. Alors l'énergie potentielle, je précise quand même, parce que son expression, si je trace l'énergie potentielle,
en fonction de z, je vais avoir la courbe suivante. J'obtiens une droite, comme ceci. Donc ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Il n'y a que cette force qui agit sur le système de toute façon. Si je néglige la poussée d'Archimède, les frottements, il n'y a que ça. Et donc c'est mgz, donc en fait c'est une droite, hein, donc c'est rien d'extraordinaire. Mais ce qui se passe, c'est que il faut aussi tenir compte de l'interaction avec le sol. Ça veut dire que ici vous avez également, je veux dire qu'on a un mur de potentiel. Et quand vous regardez bien, vous avez ici, comme tout à l'heure, un point anguleux. Donc quand vous avez un point anguleux comme ça, on va retrouver le même résultat que tout à l'heure. Donc je le montre bien. Voilà, on le voit mieux, le tracé. Donc ici, vous avez un mur de potentiel et ici, vous avez un point anguleux. Comme tout à l'heure. Donc on ne sera pas étonné d'avoir une période des oscillations. Hein, donc le système, il va osciller. Hein, effectivement, hein, un système qui fait comme ça, c'est un système qui oscille. Donc on peut le voir au niveau de l'énergie, d'un point de vue énergétique. Hein, donc si je me donne une énergie mécanique, au passage, cette énergie mécanique, on va la calculer, mais en fait c'est mg grand H, hein, c'est lorsqu'il n'y a plus d'énergie cinétique. Donc ce terme est nul, il reste que mg grand H. Et bien, le système il va osciller. Donc vous, ce que vous voyez, c'est une balle qui rebondit, mais au niveau énergétique, c'est un système qui va osciller dans une cuvette de potentiel qui présente un point anguleux. Donc on peut continuer le calcul. Ça vaut mgh d'après les conditions initiales. Je vais isoler, je reprends un petit peu les questions du sujet. Je vais isoler z point, donc ça donne quoi? Je remarque que la masse se simplifie. Il me reste 2 g h moins z. Et j'oublie pas le plus ou moins. Voilà, donc là je vous laisse vérifier que c'est bon. J'oublie pas que z point c'est d2z sur d2t. J'isole, en fait je fais exactement le même calcul que tout à l'heure. Hein. Donc ça fait plus ou moins d2z sur racine de 2g h moins z. Je pose le signe intégral et vous comprenez bien que lorsque la balle part de 0, va jusqu'à son altitude maximale, ça correspond à une demi-période. Donc ici je mets 0 et t sur 2. Et ici je pars de 0 et je vais jusqu'à grand H, hein, l'altitude grand H. Donc ici, le membre de gauche, c'est très facile, hein, c'est t sur 2. Et ici, j'ai une intégrale à calculer. Donc le terme constant, moi je vous conseille de le sortir. Hein. Tous les termes constants, le calcul d'intégrale est plus difficile que le calcul de dérivée, je trouve. Donc c'est quand même bien on va dire, de ne garder dans la primitive que les termes qui doivent vraiment y être. Tous les autres, il faut les sortir. Ça vous simplifie, enfin, je trouve que ça simplifie un peu la vie. Donc le 2G, je le sors. Bien sûr, dans l'intégrale, quand je vais de 0 à h, d2z augmente, donc je vais choisir le signe plus. Donc je me retrouve à calculer cette intégrale-là, d2z sur h moins z. Et ce truc-là, c'est... on va trouver une primitive. Donc comme tout à l'heure, ça ressemble beaucoup en fait à ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on avait θ0 moins θ1 à la place de h moins z. Et bien, une primitive, c'est racine de h moins z. Et sauf erreur, il faut mettre un moins 2 ici, 0, grand H.
Et quand on applique l'opérateur crochet, hein, donc j'évalue cette grandeur en grand H, ça fait 0, moins cette valeur évaluée quand Z vaut 0, et ça fait moins 2 racine de H avec le moins. Enfin bon, bref, je vous laisse faire le détail des calculs. Le 2, je le passe de l'autre côté, donc ça fait racine de 2 sur G fois, que je dise pas de bêtises, ouais, fois 2 racine de H. Donc je vais le réécrire un petit peu, donc ça fait 2 racine de 2H sur G. Donc comme tout à l'heure, et ça ne doit pas vous surprendre finalement, parce que à partir du moment où on a un point anguleux comme ça, on peut toujours se ramener à ce genre de calcul. Hein, je vous laisse vous convaincre de ça. Et ce qu'on voit, c'est que la période, le temps que la balle fasse ceci, parte du sol, monte et revient vers le sol. Donc là, en plus, il y a un bruit qui s'accompagne du rebond. Donc on peut vraiment suivre ce mouvement des yeux et on peut aussi entendre ce que ça fait. Et bien, ce qu'on voit, c'est que plus la hauteur du rebond est petite et plus le temps entre deux rebonds est petit. Donc la fréquence augmente. Donc vous prenez, donc quand vous jouerez au ping-pong, vous avez une balle de ping-pong qui rebondit, ben voilà, vous ne serez pas étonné. Vous savez maintenant pourquoi le tac-tac qui s'accélère lorsque la hauteur du rebond diminue. Et pour le cas de la balle de ping-pong, ça peut aller, on peut obtenir des fréquences qui sont assez élevées. Alors si vous prenez une bille si on change de système, on prend une bille de roulement à billes, hein, en fait c'est des aciers qui sont traités en surface. Vous prenez une surface de verre par exemple, et vous pouvez atteindre des périodes qui sont ridiculement petites. C'est tellement petit la durée entre deux rebonds qu'à la fin ça fait carrément une note. En fait on entend une note, une note dont la fréquence augmente. Donc au départ, ça fait tac, 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 mais au bout d'un moment, l'oreille en fait n'est plus capable de séparer les différents tacs et on obtient un son en fait, une fréquence qui augmente. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Hein, vous avez même eu le droit à une question subsidiaire. Alors je peux pas m'empêcher, ouais, je vais quand même faire un petit dessin. Lorsque la balle rebondit, hein, ça va donner. Ça va donner, on voit pas très bien, je le refais. Lorsque la balle rebondit, hein, vous avez une trajectoire typique. Donc là, je la fais un petit peu avancer pour que vous voyez. Donc on a des oscillations qui s'accélèrent. Alors ça, c'est très différent hein, du système masse-ressort. Hein, dans le cas du système masse-ressort, au contraire, la période d'oscillation, elle est bien constante au cours du temps. Hein, l'amplitude diminue, mais la période reste constante. Alors pourquoi on a un comportement si différent? Parce qu'il n'y a pas de point anguleux. Hein, dans le cas d'un système masse-ressort, la cuvette de potentiel, c'est bien plat en fait, au niveau du minimum de l'énergie potentielle. Et dans ce cas-là, la période, elle est indépendante de l'amplitude. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.